L'Université ouvrière de Genève pour les 7 prochaines heures. Je suis Jeanne Planche, je travaille pour la Fondation Rosa Luxembourg, le bureau de Genève en particulier. Donc, je vais aujourd'hui accueillir maintenant nos 3 premiers invités, que je suis ravie d'accueillir physiquement ici, donc, auxquels je vais poser des questions sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et en particulier les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement dans cette déclaration et dans le travail qui est fait par la Genève internationale, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, je vais rapidement vous présenter, après je vous donnerai la parole à tour de rôle. Donc, Melik Ozden, qui est directeur du CETIM, une organisation qui nous présentera, qui est depuis très longtemps active à Genève, au cœur de la Genève internationale. Isabelle Durand, qui est présidente du groupe d'experts des Nations Unies sur le droit au développement. Et puis Christophe Gollet, qui est chercheur pour la Geneva Academy. Et chacun nous présentera de toute façon son travail et son organisation pour commencer. Donc, je vais commencer avec toi, Melik. Donc, est-ce que tu peux te présenter ton organisation et le travail que vous faites sur la question des droits de l'homme en général depuis ici à Genève? Alors, très brièvement, le CETIM est un centre de recherche et de publication sur les relations Nord-Sud. Avec ses recherches et ses études, il essaye de analyser et puis montrer les mécanismes qui entravent ou favorisent le développement aussi bien économique et social, politique que culturel. Donc, parmi ces engagements, évidemment, il y a la publication de livres, il y a des thématiques comme la question de la paysannerie, une question de développement, pour qui, pourquoi, comment, dans quelles conditions, etc. La question posée par les compagnies transnationales ou la dette extérieure des pays et l'impact des politiques économiques et financières, justement, sur la question du développement de manière générale que je viens de dire. Sur le plan des droits humains, le CETIM est engagé depuis très longue date sur les droits économiques, socioculturels et sur le droit au développement. Pourquoi? Parce que ces deux catégories de droits sont négligées historiquement depuis très, très longtemps. Et le CETIM a choisi de promouvoir et faire connaître et puis aussi défendre ces droits, et sans pour autant négliger les droits civils et politiques, étant donné que d'aucuns continuent à prétendre ou privilégier tel droit au détriment de d'autres, alors qu'on ne peut pas, disons, couper en plusieurs morceaux une personne ou une communauté, parce que tout un chacun a besoin de tous les droits pour pouvoir justement vivre dans la dignité. C'est juste un exemple. Hein. Quelqu'un qui n'a pas de logement, quelqu'un qui n'a pas de travail ou des moyens de subsistance, à l'évidence, cette personne ne pourrait pas jouir non plus de ses droits civils et politiques. Donc sont liés et c'est évidemment une énorme, disons, erreur ou mauvaise foi de prétendre que chaque droit est isolé. Merci Melik. Alors, on est là pour célébrer l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voulais savoir, du point de vue de tes engagements politiques, de ton expérience professionnelle, de l'expérience du CETIM, qu'est-ce que signifie aujourd'hui célébrer cet anniversaire? Comment est-ce que, en particulier ces droits, mais le fait qu'ils soient aussi indivisibles, est présent dans cette déclaration, et comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui l'importance de cette déclaration est importante dans le travail aussi qui est mené aujourd'hui? Alors, un très bref historique, il faut souligner que la Déclaration universelle focalise essentiellement sur le droit civil et politique et sur le droit individuel. Il y a seulement quelques articles qui sont consacrés aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais c'est normal, c'était les rapports de force
de l'époque et la position dominante, comme nous le savons très bien que c'est les États-Unis qui ont initié la création de cette institution et avec leurs alliés occidentaux, mais pas seulement. Par exemple, la Chine à l'époque était représentée par Taïwan, qui était évidemment dans le camp occidental, donc, une grande partie du monde est encore sous colonie. Donc, l'ONU ne comptait que 51 membres à l'époque. Alors, c'est dans ce contexte-là que ce texte a été négocié pendant plusieurs années et le résultat, comme je viens de le dire, une focalisation sur les droits civils et politiques et sur les droits individuels. Par la suite, à partir des années 60, avec l'arrivée des États fraîchement décolonisés, donc le rapport de force en quelque sorte un peu rétabli, et on a commencé à codifier tous ces droits humains, et c'est là qu'on a adopté le premier instrument au niveau des droits économiques socioculturels qui s'appelle le Pacte international relatif aux droits économiques socioculturels, et par la suite, évidemment, sur le droit à l'autodétermination, sur le droit au développement, sur le droit des paysans, et toute une série de les peuples autochtones, mais aussi une catégorie de personnes comme droits des femmes, des enfants, des migrants, des handicapés, etc. Tout ça sont venus renforcer donc, ce corpus des droits humains, à la fois reconnaissant donc, l'aspect collectif et aussi l'aspect des droits économiques, socioculturels. Donc, ça c'est été rectifié. C'est que l'importance, on peut dire, de la déclaration, ça a ouvert la voie, justement, c'était le premier texte négocié et adopté par les États qui a ouvert la voie, justement, par la suite, d'avoir toutes ces normes que nous avons aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le lien entre, alors justement, pas que la déclaration, mais tous ces textes qui ont été construits, et le lien entre ce corpus, comme tu dis, et le travail que tu fais, que vous faites au CETIM aujourd'hui? Il y a notamment un livre qui a été publié, mais d'autres choses, et quels sont peut-être les nouveaux droits ou les développements en termes de droit international sur lesquels vous travaillez aujourd'hui dans la suite de tout ce processus depuis la naissance de la déclaration? Peut-être avant de répondre à ta question, il faut dire que l'existence des normes, c'est bien, mais leur mise en œuvre est encore mieux. Donc, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on constate quoi? Presque la moitié de l'humanité, à des degrés divers, bien sûr, est privée pratiquement de ses besoins essentiels. Ça veut dire quoi? Pas d'alimentation, pas d'accès à l'eau potable, pas de logement, pas de travail, pas accès à l'éducation, pas de sécurité sociale, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a une violation massive de ces droits. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails pourquoi, comment on se trouve dans cette situation, mais la mise en œuvre des droits économiques socioculturels est plus que urgente aujourd'hui. Et c'est pourquoi donc, le CETIM est très, très engagé dans ce domaine par ses publications, par ses interventions à l'ONU, par la défense des cas des collectivités que nous portons aussi devant le mécanisme de l'ONU. Nous essayons à la fois obtenir l'accès à la justice, mais aussi de créer des jurisprudences pour qu'il y ait qu'il n'y ait pas de répétition de violation de ces droits. Si nous avons le temps, je peux donner quelques exemples. Mais
On a encore quelques minutes. Tu peux donner quelques exemples, on a encore quelques minutes. OK. Juste un récent exemple. Nous avons porté devant le mécanisme de conseil le cas de vendeuses de rue au Chili, essentiellement des ventes. Quand je dis des vendeuses, un beau jour, la municipalité adopte un règlement pour interdire donc la vente dans la rue et commence à envoyer la police municipale pour bastonner et casser les stands de ces personnes. Donc, nous avons porté l'affaire parce que ces personnes n'avaient pas d'autres moyens de subsistance et les autorités n'avaient pas montré d'une voie, donc d'une alternative à ces personnes qui ont condamnées pratiquement à la misère ou à la mort, parce qu'il n'y avait aucun d'autre revenu. Alors, grâce à cette intervention, nous avons obtenu donc, la modification de ce règlement, mais on peut dire que c'était une victoire à demi-teinte, puisque parmi ces femmes vendeuses, il y avait des autochtones, des Mapuches surtout, mais aussi des migrantes sans statut légal. Donc, comme des Mapuches ont de nationalité chilienne, donc ça s'appliquait, donc ça a été rétabli leurs droits, mais pas pour les migrantes qui n'avaient pas de statut légal. Voilà, c'est le bémol de l'importance de l'indivisibilité des différents droits. Et dans ce cas-là, du droit. Exactement, pas seulement l'indivisibilité, mais aussi ce qu'on oublie souvent, les droits humains s'appliquent à tout un chacun. C'est qu'un État a des obligations, toute personne qui relève de sa juridiction, que ce soit statut légal ou pas. Du moment où la personne se trouve sur le territoire, sur son territoire, l'État est obligé de protéger les droits de ces personnes. Et donc, j'ai une dernière question, puisqu'on est à Genève ici et que toute cette journée, on va accueillir des différentes personnes qui travaillent dans différentes institutions ici, sur ce que tu penses qu'il pourrait être fait pour renforcer en fait la capacité de la Genève internationale ou de la société civile qui intervient dans le cadre des processus des Nations Unies ou voilà, des Nations Unies basées à Genève en particulier, pour le développement, la promotion et la défense des droits humains. Est-ce qu'il y a une idée, alors pas la solution, mais peut-être des pistes ou voilà. C'est une très grande question. Par exemple, effectivement, les mécanismes des droits humains sont basés à Genève. Mais en même temps, au niveau des moyens, sont de plus en plus restreints, que ce soit pour des instances onusiennes que pour des organisations comme la nôtre. Et ça se reflète évidemment des politiques adoptées par des gouvernements. On voit la tendance au niveau mondiale, pas seulement en Europe. En Europe, peut-être c'est encore plus flagrante maintenant, le recul, quand on voit la montée des partis réactionnaires qui arrivent au gouvernement. Il y a des gouvernements qui contestent, par exemple, que ce soit à la Cour européenne des droits de l'homme ou au sein de l'ONU, le discours qui sont tenus par ces gouvernements, c'est assez inquiétant. Donc, sur ce chapitre-là, il ne faut pas baisser la vigilance. Donc, tout un chacun doit être attentif à cela. Mais je n'ai pas répondu à ta question précédente. Pardon si j'ai encore un petit moment. Parmi les engagements de cette team, peut-être il faut signaler, c'est important, à part le droit économique, social et culturel, le CTM est très, très engagé depuis de longues dates sur la défense et promotion des droits des paysans, que
On va que faire le lien. Christophe Tu fais la transition. évoqué. Et puis aussi sur le droit au développement, qui est un dossier extrêmement important. Voilà. Merci. Tu fais Voilà, donc je n'ai pas besoin de Merci. développer. Voilà, il y a ces thématiques que je voulais vous signaler. Merci, Mélie. Du coup, je vais me tourner vers toi, Christophe. La même chose, je vais d'abord te demander de présenter ton organisation et le travail en général qui est fait donc, par la Geneva Academy. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français ou pas. Voilà, donc Christophe Collet. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, donc moi, je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années sur le droit à l'alimentation. J'ai eu la chance de travailler avec le premier rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, Jean Ziegler, de 2001 à 2008. Pendant son mandat, on a fait beaucoup de missions de terrain, on a fait beaucoup de rapports pour les Nations Unies et puis toutes les communications en cas de violation, etc. Et j'ai fait une thèse à part ça en parallèle à IHEID, l'Institut de hautes études internationales du développement à Genève, sur le droit à l'alimentation et l'accès à la justice. J'ai essayé de voir dans les États dans lesquels on peut porter plainte quand on est victime de violation du droit à l'alimentation. Et puis depuis une dizaine d'années, un peu plus, je suis aussi dans le comité de FIAN Suisse. FIAN Suisse est une ONG. FIAN International a été créé en 1986, donc il y a très longtemps, quasiment 40 ans, à Heidelberg, en Allemagne, par trois personnes qui étaient à Amnesty International, mais qui ne pouvaient pas travailler sur les droits économiques et socioculturels parce qu'à ce moment-là, Amnesty ne travaillait que sur les droits civils et politiques. Et donc, ces trois personnes sont sorties d'Amnesty et ont créé FIAN International en 86. Et maintenant, FIAN est présente dans une trentaine de pays. Et donc, voilà, j'ai été président, je suis toujours dans le comité de FIAN Suisse, on fait plein d'activités sur le droit à l'alimentation à Genève et en Suisse. Et puis, depuis 2008, je suis donc à l'Académie de droit international humanitaire aux droits humains à Genève. C'est une institution conjointe de IHED et de l'Université de Genève, la faculté de droit. Donc, il y a plein de travail sur le droit humanitaire. Il y a aussi un master, il y a un master en justice transitionnelle aussi. Et puis, depuis donc 15 ans, je fais de la recherche et de l'enseignement sur les droits économiques et socioculturels là-bas. J'ai fait pendant très longtemps des formations d'une semaine intensive pour des professionnels sur les droits économiques et socioculturels. Et la recherche était principalement sur le droit à l'alimentation. On a eu beaucoup de projets dans des pays du Sud, par exemple sur les systèmes alimentaires durables ou bien sur l'égalité de genre et l'impact des acquisitions de terres à large échelle pendant plusieurs années. Et puis, depuis une dizaine d'années, comme Mélie l'a introduit, je travaille sur ces droits des paysans que je vais présenter un peu plus après. Merci Christophe. Alors on va là aussi partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que tu peux nous dire de ton point de vue et du point de vue des sujets sur lesquels tu travailles en particulier, quelle est la pertinence de cette déclaration aujourd'hui? On est revenu un peu sur le contexte, mais plus particulièrement du coup sur les questions de droit à l'alimentation, droit des paysans, etc. En quoi est-ce que voilà, aujourd'hui la déclaration elle-même, ce qui a été construit ensuite peut-être sont encore des outils importants dans ton travail. Donc la déclaration a été, comme vous savez, négociée entre 1946 et 1948. En 1945, quand l'ONU a été créée, il n'y avait pas d'accord sur une liste de droits, mais il y avait un accord sur le fait que la promotion des droits humains était essentielle. Et donc, c'est dans les premiers articles dans la charte. Donc, c'est le but, un des buts, c'est la promotion, protection des droits humains. 1946, la commission est créée. Et puis, il y a ces droits qui sont adoptés, cette déclaration qui est adoptée le 10 décembre 1948. Il y a quand même deux personnes importantes. Je vais un peu relativiser ce qu'a dit Mélie. Mais non, parce que Franklin Roosevelt, pendant la guerre, président des États-Unis, il fait deux discours au Congrès. Chaque année, le président des États-Unis fait un discours au Congrès en janvier. Et lui, en 1941, c'est les 4 libertés, dans laquelle il dit que une des libertés fondamentales, c'est celle d'être arbitre du besoin. Et puis, en 1944, la deuxième charte des droits, ça s'appelle le Second Bill of Rights, dans laquelle il demande que les droits économiques et culturels soient reconnus au niveau national et au niveau international. Et donc, un long discours sur pourquoi c'est important d'avoir le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et en fait, Roosevelt, il est convaincu qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a eu la pauvreté et le chômage en Allemagne.
les gens ont voté pour Hitler et il est convaincu que les gens ont voté pour Hitler pour ça. Et donc, lui, il est convaincu que si on veut la guerre et si on veut la paix internationale, il faut reconnaître les droits économiques et socioculturels. Et donc, ces deux discours sont absolument centraux à cette période. Et sa femme, Eleanor Roosevelt, est la présidente de la Commission des droits de l'homme qui négocie la déclaration. Et donc, on a quand même ces articles qui commencent à l'article 21 avec le droit à la sécurité sociale. Ensuite, il y a un article 25 qui est important aussi sur le droit à un niveau de vie suffisant, qui comprend le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la santé à ce moment-là, qui sont quand même des pionniers très, très importants pour la reconnaissance des droits économiques et culturels. Et puis ensuite, en effet, il y a une décision de rédiger une convention des droits de l'homme, parce qu'après une déclaration-proclamation, on veut une convention qui est contraignante. Et en 1952, les États, à cause de la guerre froide, divisent les droits humains en deux catégories. Et donc, ils décident de faire deux pactes, deux conventions au lieu d'une, sur les droits économiques, culturels et les droits civils politiques. Puis en effet, après, les États occidentaux poussent pour les droits civils politiques, les États de l'Est pour les droits économiques et culturels. Mais voilà, à la base, il y a quand même cette reconnaissance de cette déclaration qui est très importante. Alors, aujourd'hui, moi, depuis 20 ans qu'on a travaillé sur le droit à l'alimentation, c'est vrai qu'on s'est toujours basé sur l'article 25 de la déclaration et sur l'article 11 du pacte qui reconnaît le droit à l'alimentation. La plupart du temps, on l'a passé à travailler sur les pays du Sud, parce que c'est vrai que le droit à l'alimentation, c'est principalement dans les pays du Sud. Et donc, c'est pour ça qu'aussi on a fait ce lien, je reviendrai après sur le droit des paysans, parce qu'en fait, 80% des gens qu'on fait dans le monde, ce sont des personnes qui vivent dans les zones rurales, paysans ou pêcheurs ou nomades. Et 70%, 70% des personnes qui sont dans l'extrême pauvreté vivent aussi dans les zones rurales. Donc, c'est normal que l'accent ait été mis sur le droit à l'alimentation sur ces personnes et que donc on a protégé aussi les paysans à travers notre travail dans les pays du Sud. Il y a deux exemples qui sont importants, je pense, dans une approche basée sur les droits de la lutte contre la faim. Le premier, c'est le Brésil. Entre 2003 et 2014, on peut dire, Lula et Dilma Rousseff, qui ont lutté contre la faim avec une approche basée sur le droit à l'alimentation. Et donc, ils ont fait quelque chose de très participatif, reconnaissant du droit à l'alimentation dans la Constitution, toute une loi sur le droit à l'alimentation qui a créé un système de lutte contre la faim au Brésil, un conseil national de l'alimentation et nutritionnelle, CONSEA, qui a été créé et qui avait un expert de l'alimentation et puis qui travaillait avec la société civile et les mouvements paysans. Enfin, bref, en 10 ans, sous le mandat de Lula, en 8 ans, ils ont réduit la faim de façon massive. 3/4 de la mortalité infantile a été réduite en Brésil à cette période. Et ils sont sortis en 2014 de ce qu'on appelle la carte de la faim de la FAO, qui veut dire que vous avez moins de 5% de la population qui est en situation de sous-alimentation. Bref, ça, c'est un exemple qui a été basé sur le droit à l'alimentation reconnu dans la Déclaration universelle, qui a été mis en œuvre. Et puis, ce qui est nouveau un peu, c'est depuis le Covid, ça a été de plus en plus visible, c'est l'insécurité alimentaire, la pauvreté en Europe, en Suisse, à Genève. Et donc, on est dans un processus maintenant où on utilise cette déclaration, l'article 25 de la Déclaration universelle. À Genève, on a reconnu le droit à l'alimentation cette année dans la Constitution. Il y a eu un vote le 18 juin de cette année. 67% de la population ont voté pour l'inclusion de l'alimentation dans la Constitution. Et c'est une réponse au Covid. Parce que pendant le Covid, il y avait des milliers de personnes qui faisaient de la queue pendant des heures pour avoir un colis alimentaire. Il y a une réponse de la société civile, ensuite un peu de la ville de Genève et ensuite du canton de Genève qui a donné 5 millions en juin 2020 à une banque alimentaire, on peut dire. Mais la réponse structurelle est venue avec cette reconnaissance du droit à l'alimentation. Et donc, on a travaillé avec des parlementaires qui ont proposé une initiative et puis on a travaillé avec une organisation qui est ici, la Fondation Mater Fondazione et le Refettorio. On a fait un forum en avril de cette année sur le droit à l'alimentation de 3 jours sur ce que ça signifiait le droit à l'alimentation à Genève. Et donc, en fait, notre principal message, c'était que la population qui allait voter, il faut que ensuite, on est en train de faire une loi d'application et une politique publique. Il faut que ce ne soit pas seulement une révision de l'aide alimentaire avec un rôle de l'État important, ça soit aussi une promotion de l'agriculture locale, ce soit aussi, par exemple, une restauration scolaire universelle. À Genève, c'est seulement de 4 à 12 ans que vous avez des restaurants scolaires. À partir de 12 ans, il n'y a plus rien, jusqu'à 15 ans en tout cas. Et donc, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, ce qui est important de dire, c'est que maintenant, ce droit à l'alimentation qui a été reconnu dans la Déclaration universelle en 1948 pour la première fois, il est aussi important à Genève et en Europe. La dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est qu'on est aussi en train de lancer une réflexion sur une initiative européenne citoyenne
pour récolter 1 million de signatures en Europe pour le droit à l'alimentation et pour inscrire le droit à l'alimentation aussi au niveau européen. Et de nouveau, on va faire un forum de 3 jours l'année prochaine en mars avec Mater Fondazione. Super, très bien, merci pour ces exemples. Je pense effectivement, comme le disait Mélie, que l'enjeu, c'est la mise en œuvre ensuite. Donc, on verra en tout cas sur Genève. Peut-être un lien à faire, je ne sais pas si tu veux en parler sur l'importance de la déclaration sur les droits des paysans et des personnes qui vivent en milieu rural. Je pense que la dynamique, le travail qui a été mené collectif pour parvenir à cette déclaration, et là aussi l'enjeu aujourd'hui de mise en œuvre, peut-être que c'est quelque chose où effectivement, comme le disait Mick, donc c'est un corpus de droit qui se construit, et ça c'est peut-être un exemple sur lequel on peut, tu veux revenir, nous expliquer comment ça s'est passé, l'enjeu de cette déclaration, même si c'est entre guillemets qu'une déclaration, mais dans quelle mesure ensuite c'est possible qu'elle soit appropriée, utilisée dans des contextes nationaux, et que ce travail qui est fait à Genève, et comment ça peut avoir un impact très concret dans les pays. Oui, donc en fait, cette déclaration qui a été adoptée en 2018, c'est une réécriture de la Déclaration universelle pour les paysans. En gros, c'est ça. Et donc, en fait, tout a commencé en Indonésie en 2001, quand la Via Campesina a discuté pour la première fois d'un projet de reconnaissance des droits des paysans. Et donc, ils avaient un projet de texte en 2001. Ensuite, avec Melik et d'autres, on était quelques-uns à passer un week-end, quelques jours avec la Via Campesina en Espagne, à Bilbao, et en 2008, pour les conseiller comment intégrer ce projet de déclaration qu'ils avaient aux Nations Unies. Donc, ils nous disaient, est-ce qu'on doit aller à Rome, à la FAO, est-ce qu'on doit aller au Conseil des droits de l'homme à Genève? Et en gros, on leur a dit que s'ils voulaient une déclaration sur les droits humains, ils devaient aller au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et en plus, on avait des alliés potentiels avec Jean Ziegler qui finissait son mandat, avec Olivier Scouter qui commençait son mandat. Et bref, donc en fait, la première chose qu'on leur a dit, c'était qu'il fallait qu'ils adoptent leur propre déclaration. Parce que pour l'instant, c'est un projet depuis 2001. Et puis, donc, c'était nécessaire pour eux d'adopter cette déclaration et de montrer au monde qu'ils avaient cette déclaration qu'ils avaient adoptée à l'interne. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait en 2009. Et ensuite, il y a eu beaucoup de discussions à Genève parce que c'était la crise de 2008, crise alimentaire, crise financière. Et donc, la déclaration a été proposée comme une des solutions pour répondre à la crise alimentaire de 2008. Et puis, de nouveau, Olivier de Scouter nous a aussi beaucoup appuyé. Il avait le mandat de rapporteur spécial. Et puis, Jean Ziegler était dans le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme à ce moment-là. C'est 18 experts qui font des études pour le Conseil. Et il y avait une étude qui était demandée par le Conseil sur la discrimination dans le domaine de l'alimentation, dans laquelle j'ai eu la chance d'appuyer. On a montré que les paysans et les autres personnes en milieu rural sont les plus discriminés, et puis qu'il y avait des manques en droit international. Parce qu'il y a le droit à l'alimentation, c'est vrai, mais il n'y a pas un droit à la terre, il n'y avait pas un droit à la terre, il n'y avait pas un droit aux semences, il n'y avait pas le droit à la souveraineté alimentaire, par exemple. Et donc, c'était limité ce qu'il y avait. Il y avait besoin d'une déclaration. Et donc, on a le rapport final de ce comité consultatif a été présenté en 2012. Et en fait, ensuite, c'est la Bolivie qui a qui a mené ce processus. Il faut le dire, c'était Evo Morales qui était le président de la Bolivie à ce moment-là. Evo Morales était un des leader paysan qui a créé la Via Campesina, et c'était aussi un leader indigène, qui savait l'importance d'une déclaration au niveau des Nations Unies. Parce qu'en 2007, c'est la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones qui est adoptée, qui est mise dans le droit national bolivien en 2008. Et donc, en fait, ils sont convaincus que c'est utile une déclaration, et donc ils discutent avec la Via Campesina et ils appuient le processus. Et en 2012, en septembre, la Bolivie propose une résolution au Conseil des droits de l'homme pour créer un mécanisme, une élaboration d'une déclaration. Et donc, il y aura, jusqu'à 2018, il y aura 5 sessions de négociation. Et la Via Campesina va pouvoir participer, le CETIM, FIAN, l'Académie et beaucoup d'autres. On aide les États et ils adoptent cette déclaration le 17 décembre 2018. Et donc, dans cette déclaration, il y a le droit à l'alimentation, mais il y a aussi le droit à la souveraineté alimentaire pour la première fois dans un texte international reconnu par les États. Il y a le droit à la terre, long article sur le droit à la terre. Il y a aussi le droit aux semences paysannes, pour la première fois aussi, qui est reconnu dans le droit international des droits humains. Et donc, en fait, depuis ce moment-là, on a travaillé aussi avec le CETIM et la Via Campesina sur la mise en œuvre. Et donc, en fait, on a créé, aussi avec l'appui de la Rosa Luxembourg Foundation, de Stiftung, on a créé un site Internet, il y a 1 an et demi maintenant, sur la déclaration, en français, en espagnol et en anglais, où il y a tout l'historique de la déclaration, mais où il y a aussi tous les exemples de mise en œuvre de la déclaration. Et donc, par exemple, la déclaration a été reprise dans le droit
de l'Équateur il y a pas longtemps, il y a quelques mois. En Colombie, ils ont reconnu le droit à la terre et au territoire des populations paysannes, dans la Constitution aussi, il y a quelques mois aussi. Il y a aussi un exemple d'une décision de la Cour suprême du Honduras qui a annulé une loi qui s'appelait la loi Monsanto, qui visait à protéger les droits de propriété intellectuelle pour les semenciers Honduras. Et la Cour a dit que ça violait le droit à l'alimentation et le droit aux semences des paysans. Et elle a cité la déclaration. Donc, en fait, on peut, dans des cas devant des juges, utiliser cette déclaration comme interprétation du droit à l'alimentation. Et donc, ça comprend le droit à la terre, mais aussi le droit aux semences. Voilà. Merci. Alors, une dernière question pour finir sur effectivement le rôle de cette Genève internationale et peut-être plus particulièrement le rôle du monde académique, universitaire. Comment est-ce que les liens sont faits et comment être utile, entre guillemets, pour les universitaires dans le cadre des espaces des Nations Unies ou en lien avec la société civile en général? Alors, comme institution académique, c'est vrai que pendant tout le processus de la déclaration, on a fait beaucoup de publications, beaucoup de séminaires d'experts pour expliquer comment ces nouveaux droits pouvaient être reconnus. Et puis là, le Conseil a décidé en octobre de cette année de créer un groupe de travail de 5 experts sur les droits des paysans pour la mise en œuvre de la déclaration. Et ces experts vont être nommés en mars, avril de l'année prochaine, en prochaine session du Conseil, et vont commencer à travailler certainement en mai de l'année prochaine. Donc, voilà, il y a tout un accompagnement qui est possible depuis l'Académie. Plusieurs d'entre nous se sont aussi présentés pour le groupe, donc on verra qui sera nommé. Mais donc, il y a tout un travail de renforcement de cette question avec ce mécanisme d'experts qui va être très important dans les prochaines années, puisqu'ils peuvent faire des missions de terrain, ils peuvent faire des rapports thématiques, ils peuvent recevoir des communications en cas de violation. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Encore une dernière chose sur les autres mécanismes à Genève. Bon, on a beaucoup appuyé aussi des rapports des ONG après des organes de traité, par exemple, et puis aussi à l'EPU, l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme. Il y a eu par exemple l'Afrique du Sud qui a fait la Rural Women Assembly, qui fait partie de la Via Campesina, qui est présente dans 5 ou 6 États vers l'Afrique du Sud, qui a fait un rapport par exemple sur les droits des paysans et paysannes en Afrique du Sud, qui est venu le présenter à Genève pendant la précession de l'EPU et qui a eu des recommandations. On a fait la même chose avec la Suisse. En Suisse, l'Académie et la unitaire, la Via Campesina en Suisse, et puis le CETIM et d'autres, ont créé une coalition qui s'appelle les Amis de la Déclaration, sur la déclaration sur les paysans. Et on a présenté 2 rapports quand la Suisse s'est fait examiner en janvier de cette année à l'EPU sur la mise en œuvre nationale de la déclaration sur les paysans et sur la mise en œuvre au niveau de la politique étrangère. Et honnêtement, c'était une très bonne expérience. Des représentants d'unitaires sont venus, on parlait à la précession, on a pu discuter avec des États. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été reprises. Et par exemple, une recommandation a été acceptée par la Suisse sur le fait qu'il doit y avoir une sécurité sociale pour les femmes rurales, les paysannes en Suisse, ce qui n'a jamais été le cas. Les paysannes sont non existantes en droit suisse et donc invisibles. Et c'est le travail du mari, en gros, qui est important. Et donc, il y a, pour la première fois, une reconnaissance du fait que la sécurité sociale a des trous dans sa protection en Suisse et qu'il y a un engagement de la Suisse de protéger aussi la sécurité sociale, le droit à la maternité et par exemple la sécurité sociale des paysannes dans ce pays. Grâce à l'EPU, le travail académique qu'on a pu faire, mais aussi le travail de la Via Campesina, CETIM et FIAN. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Je vais me tourner maintenant vers Isabelle, donc vers un groupe d'experts qui existe déjà, mais aussi plus généralement peut-être sur ton parcours et le travail que tu as réalisé en lien avec ces thématiques-là et les espaces des Nations Unies. Voilà. Isabelle Durand. Merci Jeanne. Donc, ce que je viens d'entendre est très très intéressant évidemment parce qu'on est en train de faire le lien entre à la fois les institutions onusiennes en tant que telles au sein du Conseil des droits de l'homme, ce que des organisations comme le CETIM ou des acteurs plus spécifiques sur des thèmes donnés peuvent faire ensemble en fait. Et je trouve que c'est terriblement encourageant aujourd'hui qu'on célèbre cet 75e anniversaire et que par ailleurs il y a, on le sent bien, une espèce de découragement parfois à l'égard des droits de l'homme. Je trouve que ce que je viens d'entendre est plutôt très encourageant. Mais ça demande, c'est vrai, beaucoup de détermination, du travail dans le temps long, ce qui est évidemment toujours extrêmement frustrant.
Et pour ce qui me concerne, donc je suis en charge depuis le mois de mai de la fonction d'expert au sein du mécanisme d'experts sur le droit au développement, avec donc 4 autres collègues qui viennent d'autres régions du monde. Et ensemble, ce mécanisme est censé, je dirais, pousser, aider, contribuer à la mise en œuvre du droit au développement. Alors évidemment, le droit au développement, c'est extrêmement important et c'est extrêmement large, contrairement à ce qu'on vient d'évoquer et encore, parce que c'est pas, la paysannerie, c'est pas un petit dossier, hein, l'alimentation, c'est pas un petit dossier. Mais évidemment, le développement inclut largement non seulement tous les droits économiques et sociaux, mais aussi les droits individuels, les droits des peuples autochtones. Bref, c'est l'ensemble et c'est aussi et surtout l'obligation pour ceux qui doivent contribuer au développement de devoir le faire. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est ce fameux texte. On a donc il y a un autre groupe que le groupe d'experts, mais peu importe, qui a réalisé un draft, un projet de traité, un projet de convention pour aller plus loin qu'une simple déclaration. Hein. Tu as bien expliqué qu'une déclaration, ça peut servir. Eh ben, ça peut servir ici pour le coup à construire un texte de traité. Ce texte de traité a été envoyé à New York et c'est à New York que on devrait assister à un débat là-dessus et peut-être, je l'espère, à l'adoption de ce traité. Je crois que par ailleurs, la question d'un traité et des fondements du droit est extrêmement importante pour toutes les raisons que vous avez très bien expliquées, à savoir, ça offre des leviers à une série d'acteurs pour pouvoir se référer au droit et obtenir gain de cause, pas toujours, mais souvent ou de temps en temps, et créer ainsi des jurisprudences, des obligations. Et je pense en particulier pour ce qui est du droit au développement, ça pourrait, si un traité était adopté, ça pourrait amener par exemple à changer les règles en matière d'investissement dans les pays, en matière de commerce, en matière de tous les instruments économiques qui aujourd'hui finalement se négocient soit multilatéralement, soit bilatéralement, mais dans des conditions souvent inégales entre des acteurs qui ne sont pas équipés de la même manière. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi, mon background n'est pas un background juridique. Moi, je viens plutôt de la politique. J'étais ministre, j'étais parlementaire, donc j'ai beaucoup travaillé à faire des législations. Et en ce sens, tout ce que la Déclaration des droits de l'homme et ses différents articles nous permet, si on en a la volonté politique évidemment, nous permet de construire des législations. Et je trouve que c'est très, très important de garder du lien avec les législateurs, les parlementaires, les ministres de bonne volonté, je veux dire ceux qui vraiment veulent avancer sur la question des droits humains et des droits économiques et sociaux. Mais donc, mon dernier mandat, si je peux dire, était à la CNUSET. J'étais la numéro 2 de la CNUSET pendant 5 ans. Et c'est vrai que c'est très important de faire du lien entre le droit, d'une part, et d'autre part, les politiques, je dirais, économiques. Et je dois reconnaître que parfois, j'anticipe un peu sur votre dernière question, mais souvent, dans le système des Nations Unies, les gens sont très segmentés et donc les économistes sont des économistes, ils fournissent d'excellents rapports très intéressants, etc. Mais si on leur parle de droits humains, ils vont dire « Ah, mais ça, c'est le Conseil des droits de l'homme ». Et si on leur parle d'environnement, ils vont dire « Ah, mais ça, c'est un tel ». Et donc, je pense qu'il y a vraiment un lien à faire et je trouve que le droit au développement nous offre cette plateforme pour essayer de rassembler un peu les acteurs de l'économie, les acteurs du développement, les acteurs de l'environnement. Bon, j'étais encore hier à la COP et donc aujourd'hui, on voit à quel point le droit à l'environnement, c'est-à-dire le droit à la protection ou à l'adaptation par rapport au climat, avec évidemment des responsabilités extrêmement diversifiées, c'est le moins qu'on puisse dire, et dans tout l'enjeu de l'article 6 de la Déclaration de Paris. Et donc, je pense que c'est pour moi le plus grand challenge, c'est vraiment à la fois de travailler sur le droit, parce que nous sommes là pour ça, et pour le droit au développement, faire avancer cette convention, mais aussi fournir à tous les acteurs associatifs, les acteurs militants, les acteurs académiques, etc., mais aussi les acteurs onusiens, qui ont un certain pouvoir quand même de négociation ou d'aider aux négociations, que ce soit à l'Organisation mondiale du commerce, que ce soit dans tous les lieux où on aide des pays qui sont moins bien équipés à négocier. Il faut leur fournir le matériel pour négocier, je dirais, le mieux possible, parfois dans des conditions qui ne sont pas toujours égales. Donc voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de travailler sur ce droit au développement et surtout de le ramifier avec l'ensemble des autres organisations, parce que jusqu'à présent,
comme vous l'avez très bien dit, il a été un peu mis de côté. Il y a une déclaration il y a à peu près 30 ans, là, 1983. Je ne vais pas dire qu'elle a dormi, mais enfin, elle existait toujours, mais elle n'a jamais été vraiment prise en considération. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, parce que changement climatique, parce que monde fragmenté, parce que montée des extrêmes droites, parce que le contexte est vraiment un contexte de transition dans tous les domaines, et que les pays du Sud aujourd'hui reprennent un peu vigueur, si je peux dire, ou prennent vigueur pour revendiquer en effet leurs droits. Et je crois que nous devons tous admettre qu'il faut décoloniser un certain nombre de relations que nous avons entre nous, si je peux dire, singulièrement dans les relations nord-sud. Et je crois que le droit au développement est un fantastique outil pour pouvoir arriver à ce moment-ci à offrir à la fois aux pays du Sud, mais aussi à ceux qui, dans le monde occidental, pensent que cette transition doit se faire avec parce que nous sommes complètement interdépendants du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue environnemental et climatique. Merci. Alors, peut-être avant de revenir sur le droit au développement et plus particulièrement peut-être le lien avec les questions écologiques et climat, peut-être du point de vue du coup de vos engagements politiques, expériences professionnelles dans différents espaces, comme on l'a entendu, quelle est la pertinence, voilà la même question que j'ai posée, de la Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui et peut-être aussi du corpus qui s'est développé après, mais déjà de la déclaration en elle-même, si on peut juste revenir un petit peu là-dessus, Oui. puis après on pourra parler plus précisément, je pense, du droit au développement et des D'accord. questions sur le climat. Donc, je pense, enfin, pour ce qui me concerne, en tout cas, la Déclaration universelle des droits de l'homme a toujours été, et j'espère qu'elle l'est pour beaucoup d'acteurs politiques, elle a toujours été une boussole et singulièrement au moment où on doit négocier quelque chose, quand on est un exécutif et qu'on doit négocier avec d'autres, parce que c'est quand même ça la réalité. On n'a pas toujours les majorités qu'on voudrait avoir. Je pense que, enfin, pour moi, cette déclaration, elle est toujours la boussole. Quand on hésite et quand on est dans une négociation complexe, qu'on est obligé de faire un compromis, je pense que la déclaration doit être vraiment la boussole à travers laquelle on choisit d'aller au compromis ou pas, si on considère qu'on va y perdre. Et donc, moi, ça m'a toujours guidé dans le travail plus politique et dans les relations aussi avec le monde extérieur. La politique n'est pas isolée, au contraire, de tout ce qui vibre dans les sociétés, de tout ce qui vit. Ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on est dans une période où beaucoup d'activistes et de militants considèrent que les institutions, qu'elles soient internationales, voire nationales et peut-être même locales, ne sont plus à même de répondre aux choses qu'ils jugent prioritaires et donc s'organisent autrement. Je ne crois pas qu'ils veulent nécessairement nier la Déclaration des droits de l'homme, mais par contre, ils veulent travailler très localement. C'est bien, mais je pense qu'il est très, très important que les défenseurs des droits humains continuent de créer, de tisser du lien entre toutes ces initiatives prises sur le terrain dans des approches un peu plus faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau. Très bien, mais par contre, la fédération de tout ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui doit les fédérer. Et ça, c'est un travail qui est peut-être plus difficile à faire aujourd'hui, moins évident, parce que d'une certaine façon, et je l'ai bien senti, on le sent en Europe très fort, mais a fortiori dans les pays du Sud, l'universalisme de la déclaration est remis en cause à certains égards, que ce soit par des pays du Sud, que ce soit par des extrémistes de divers bords, dirons-nous. Et je pense que c'est vrai que l'universalisme de surplomb, on en a marre. Enfin, je veux dire, les pays du Sud ne le supportent plus, cet universalisme qui vient donner de la leçon par au-dessus. Par contre, la croyance en l'universalité est quelque chose qui doit continuer de nous animer et d'animer les décisions et les relations que nous avons, que ce soit entre des groupes militants dans des pays du Nord ou que ce soit avec des partenaires du Sud. Donc oui, moi, c'est une boussole que je considère indispensable. Sans doute devra-t-elle aussi bouger et évoluer, non seulement la prise en compte réelle et concrète des droits économiques et sociaux, mais aussi peut-être toutes sortes de nouveaux droits qu'il faudra établir dans les années à venir en raison des évolutions que nous connaissons et des interdépendances entre les différents problèmes que nous avons tous à adresser.
Merci. Alors peut-être pour revenir sur en lien avec le travail actuel du groupe du mécanisme d'experts, pardon, sur ce lien entre la déclaration, le corpus qui a été construit en termes de droit international et puis le droit au développement, qui donc effectivement est, je pense, assez méconnu aussi à une échelle large. Je pense que la question du lien, effectivement, avec le contexte actuel, post-pandémie, changement climatique, c'est quelque chose qui peut peut-être redonner un nouveau souffle à ce droit au développement. Et effectivement, autour sans doute du travail qui va être fait autour d'une convention qui soit du coup contraignante pour les États, contrairement à la déclaration. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus sur l'importance de ce droit-là, peut-être l'expliquer un petit peu plus concrètement. Voilà. Ok, mais la déclaration existe depuis longtemps, elle n'est pas mise en œuvre, elle est portée par les pays du Sud, plus ou moins, mais ignorée par le monde occidental, en gros, qui le connaissent mal et qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont pas eu jusqu'ici vraiment envie de le connaître. Et donc aujourd'hui, avec ce texte qui a été écrit, un draft de traité qui va être discuté à New York et peut-être adopté, c'est important qu'on avance avec une vision un peu stratégique si on veut vraiment que ce texte soit adopté et qu'il constitue un fondement. Nous aurons dans un an le sommet du futur organisé par les Nations Unies qui va essayer de tracer des lignes pour l'avenir. Et donc, je pense qu'il faut accrocher ce projet qui est plus qu'une déclaration, qui est maintenant un projet de traité, l'accrocher au sommet du futur pour que les acteurs des Nations Unies, les États membres, mais tous ceux qui gravitent autour des Nations Unies en termes d'activistes, de défenseurs des droits humains et de défenseurs d'un développement, hein, je n'aime pas trop ces mots parce que ça ne veut finalement pas dire grand-chose, mais enfin, on ajoute ça partout, développement durable, inclusif, enfin, on peut ajouter 3 adjectifs, mais en gros, quelque chose qui respecte les droits économiques et sociaux. Je pense qu'il faut qu'on essaye de s'accrocher aux dynamiques qui sont en cours pour donner de la force à ce nouveau texte. Alors, dans le groupe d'experts, nous sommes donc 5 et chacun d'entre nous, on a des origines géographiques différentes, on a aussi des profils différents et donc chacun d'entre nous fournit des études, du matériel. Pour ma part, j'ai choisi de travailler essentiellement sur tout ce qui est finance climatique et mécanismes innovants en termes de finance climatique parce que je pense que vu la crise de liquidité et les problèmes graves d'endettement auxquels sont confrontés les pays en développement, la question de la finance climatique, non seulement du fonds, le fameux fonds là, qui est en train de se mettre en place, mais aussi de mécanismes plus structurants liés à des restructurations et à des allègements ou des suppressions de dettes, etc. Mais mes collègues aussi ont choisi de travailler également sur la transition juste, sur les questions d'intelligence artificielle, sur les questions de genre, de manière à ce que nous puissions, par différentes portes, aborder ce droit au développement en fournissant aux acteurs, à la fois aux États membres qui sont ceux qui nous mandatent, mais aussi à tous les acteurs intéressés par le droit au développement, je dirais des portes d'entrée dans ce droit au développement. Parce que voilà, il ne va pas se produire simplement parce qu'on vote un texte, évidemment que non. Et donc, il s'agit que dans toutes les portes d'entrée, la question climatique, la question genre, la question numérique et la question climat, qui sont je dirais, les grandes questions qui déterminent le développement, c'est là-dessus qu'il faut essayer d'avancer et que nous allons, pendant les 3 ans qui viennent, remettre des rapports à côté du travail qui sera fait à New York pour l'adoption peut-être ou la négociation de ce texte qui deviendrait alors un texte de droit avec ce qu'on a bien expliqué sur ce que c'est qu'un fondement juridique qui offre des recours, qui offre des instruments et des outils pour ceux qui considèrent que les textes ne sont pas appliqués. Merci. Et donc, j'ai là aussi une dernière question sur comment on peut faire encore mieux, notamment sur la Genève internationale. Mais là aussi, tu as parlé du sommet pour le futur qui va se poser la question du multilatéralisme en général. On a pas mal parlé de New York, donc il y a peut-être ce lien entre Genève et New York. Tu as une expérience de différentes institutions. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des recommandations, des idées, des pistes sur comment est-ce qu'on fait pour être encore plus efficace, même si je passe ce mot, dans la protection, la promotion des droits humains en général, en particulier dans le développement, mais voilà, ce lien-là, peut-être. Mais d'abord, on ne laisse pas dire n'importe quoi et on ne laisse pas dire, par exemple, que l'ONU est en état de mort cérébrale. On ne laisse pas dire que le multilatéralisme ne sert à rien. Ça, c'est facile à dire, ça plaît dans une petite réunion sympathique, mais c'est extrêmement dangereux
dangereux. Et bien sûr que le multilatéralisme n'est pas en bon état, bien sûr qu'il y a des tas de choses qui devraient changer, en particulier dans les grandes institutions non onusiennes, qui sont les institutions de Bretton Woods, qui sont celles qui déterminent, entre autres, pour les pays en développement, toutes les questions de dette, les questions de financement, etc., les banques multilatérales. Donc, on est d'accord qu'il y a à faire. Et la question n'est pas d'encenser ce qui existe, mais certainement pas de le laisser se fragiliser. Dans ces périodes de nationalisme montant, il y a vraiment ce côté, y compris chez les États, de être très vigilant sur tout ce qui est la séparation des pouvoirs et la défense de la démocratie. Vous parliez tout à l'heure de la justice. Si on veut que la justice juge et utilise jurisprudence, il faut que la justice soit indépendante. Et pour qu'elle soit indépendante, il faut que la démocratie fonctionne et qu'on ne mette pas la justice au service d'un exécutif. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être terriblement vigilant. Et enfin, je pense qu'il faut un peu populariser ou vulgariser les institutions multilatérales qui sont quand même assez mal connues, assez mal cotées, entre guillemets. Moi, j'ai aussi été élu au Parlement européen. Même l'Union européenne est aujourd'hui mal perçue, qu'on aime ou pas les politiques qu'elle mène. Le fait d'avoir une intégration de 27 États pour porter ensemble des projets et intégrer les politiques est évidemment extrêmement important. Je crois que ce travail pour la confiance dans l'institution supranationale, qu'elle soit européenne, qu'elle soit onusienne, est vraiment un travail qu'il faut populariser, y compris auprès des jeunes qui les connaissent mal, qui ont l'impression que c'est juste du temps perdu, du fric perdu, et je pense que ça, c'est extrêmement préjudiciable. La Genève internationale a un vrai rôle à jouer en ce sens, parce que je pense qu'elle est aussi un peu mal connue. Quand on pense ONU, on pense New York, Conseil de sécurité. Il y a plein de problèmes au Conseil de sécurité, on est bien d'accord, mais l'ONU n'est pas que le Conseil de sécurité. Genève et la Genève internationale fournit un matériel incroyable et un travail qui est très, très important et qui n'est pas très, très bien connu. Je pense que le lien entre les deux est un vrai défi. Merci beaucoup et merci à tous les trois. Je crois qu'on va pouvoir passer le relais à nos prochains intervenants. Non, pas tout de suite. Donc, tout le monde n'est pas là. Donc, je ne sais pas si vous avez un mot. Du coup, peut-être effectivement, si vous voulez réagir les uns et les autres sur les différentes interventions. Juste On a encore un peu. deux, trois choses très rapidement. J'ai complètement oublié de parler de mon livre sur les droits économiques socioculturels que nous avons publié audition de cette team avec le soutien de la Fondation. Donc, ce livre est disponible donc, sur notre site gratuitement. Donc, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil si on veut connaître les tenants aboutissants et aller plus loin. Et puis, un mot sur Roosevelt. Roosevelt, pour beaucoup d'Américains, est un communiste. Malheureusement, il est décédé très tôt et les États-Unis n'ont jamais ratifié le pacte international relatif aux droits économiques et socioculturels. Je voulais juste te dire ça, Christophe. Et puis, un mot aussi sur la remise en cause de l'universalité des droits humains. Ce n'est pas vraiment vrai, si j'ose parler comme ça, parce qu'il y a une disons, propagande ou une information qui circule de ce site. Selon mon analyse, il y a deux choses. On va tenir compte. La première chose, c'est que pour les pays du Sud, les droits humains sont instrumentalisés par les puissants. Et on a fait combien de guerres impérialistes au nom des droits humains? Entre l'Afghanistan, l'Irak, en passant par la Syrie, Libye, etc. Et résultat, on voit, qu'est-ce qu'on a apporté à ces pays-là? Il y avait d'autres considérations que les droits humains. Donc ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, c'est que ce qu'on appelle les instruments de droits humains, l'écrasante majorité des États ont ratifié. Vraiment, ratifié ces instruments. Donc, ils sont tenus de les appliquer. Donc, ça, c'est un élément important de faire connaître et puis exiger l'application de ces instruments. Donc, il y a le discours, bien sûr. Il y a des États
qui veulent se soustraire parce qu'au lieu de Ou qui se retirent de conventions. Il y en a hélas des pays qui se retirent, la Convention d'Istanbul ou d'autres conventions, des pays se retirent de ce qu'ils ont antérieurement ratifié. C'est problématique. il y a quelques exemples. Oui, 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 voilà. Effectivement, effectivement. Mais si on prend les pactes, si on prend les conventions qui existent, hein, et toute une série de normes, donc, pour le moment, donc, on peut dire que ça reste quand même universel. On prend les droits des femmes, par exemple, les droits des enfants. C'est pratiquement universel. Tous les États ont ratifié, presque sans exception. Donc, sur ce chapitre-là, donc, il n'y a pas sur le plan en tout cas formel, sur le plan formel, il n'y en a pas, mais sur le plan d'application que le problème se pose. Et c'est là qu'on doit vraiment être vigilant et s'engager au niveau, évidemment, avec des collectifs de publics, avec des relais politiques, etc., d'exiger. C'est là où l'enjeu de faire connaître en fait, ce qui est discuté, décidé, ce qui est signé de fait par les différents États aux populations ou à une échelle large, qui va rendre les États redevables envers leur population des instruments qu'ils ont eux-mêmes signés. C'est-à-dire s'il n'y a pas une population au courant de ce qu'elle peut faire pour faire en sorte que les instruments qui ont été signés par leur État soient respectés. Absolument. Et donc, je pense que les populations, donc les mouvements civils, etc., mais aussi, je crois que les parlements doivent se saisir de ça. Ils sont le relais, ils peuvent être le relais entre les associations et finalement la décision finale. Et donc, ce sont d'excellents outils pour des parlementaires pour pouvoir interpeller, contrôler et mettre en question un gouvernement. Puisque vous parliez de votre livre, je vais faire une minute de publicité pour le mien, pas pour, parce que je pense que c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Il s'appelle Le monde d'ici commence ailleurs, coopération utile pour des temps compliqués. J'ai essayé d'expliquer comment fonctionne ce multilatéralisme, pourquoi il est si lent, pourquoi il est long, il est difficile, pourquoi les rapports de force sont complexes, comment est-ce qu'une négociation s'organise ou se concrétise. Je ne suis donc pas, ce n'est pas un livre qui a pour volonté d'afficher les positions, mais plutôt, tout en ayant des positions incontestablement droits de l'homiste et progressistes, mais qui veut surtout expliquer comment ça marche pour qu'on s'en saisisse et qu'on puisse faire de ça ou croire, qu'on continue de croire dans l'importance des organisations supranationales et multilatérales. Juste parce qu'il y a aussi le CETIM a écrit un livre aussi qui est disponible sur leur site sur l'histoire de la déclaration sur les droits des paysans, qui est très bien fait, avec énormément d'interviews de leaders paysans et paysannes qui ont participé aux négociations. Et c'est vrai que quand en fait vous disiez, c'est vrai que ce processus a donné de l'espoir et c'est hyper positif en fait. Et moi, c'est vrai que je vois des collègues des fois qui travaillent avec le comité de la sécurité alimentaire mondiale, où on était avec un ami collègue il y a quelques semaines, et qui disent mais en fait, c'est un peu déprimant ce qui se passe, parce que c'est vrai que le droit à l'alimentation, les droits humains dans à Rome, voilà, ils avaient une énorme place il y a quelques années, et là, c'est de moins en moins. On espère que ça va revenir maintenant avec certains pays comme l'Allemagne, comme le Brésil, par exemple, qui vont pousser et vont refaire vivre cette droit à l'alimentation à Rome. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'à Genève, dans ce processus sur les paysans, la dynamique est extrêmement positive. Et donc c'est vrai que le fait que ce soit la Via Campesina qui propose cette déclaration à la base, qui correspond, ils sont quand même dans 80 pays, représentent 250 millions de paysans et paysannes dans le monde, ça donne déjà une force incroyable. La Bolivie, qui a mené les négociations, a permis aux organisations paysannes de parler comme les États dans la négociation. Il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas besoin d'avoir le statut de l'ECOSOC pour pouvoir s'exprimer pendant la négociation. C'était absolument extraordinaire aussi comme démarche participative. Et puis, depuis que c'est adopté, il y a aussi ce
processus très positif, collaboratif, participatif qui a lieu et qui, en effet, qui donne beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai l'impression que sur le droit à l'alimentation en Europe, il commence à y avoir quelque chose comme ça. On a rédigé, je vous enverrai avec plaisir, un papier que j'ai présenté au Parlement européen sur pourquoi le droit à l'alimentation doit être au centre des réflexions sur les systèmes alimentaires durables en Europe. Et je travaille aussi depuis 6 ans sur un projet sur le droit aux semences en Europe et on essaie de faire reconnaître les semences paysannes dans la révision sur la commercialisation des semences. Et bref, il y a vraiment en Europe une dynamique qui est très intéressante et la FAO aimerait appuyer tout ça. Ils ont une très grande expérience de ça en Amérique latine. Pendant 10 ans, ils ont appuyé des réformes sur le droit à l'alimentation, des observatoires académiques avec des parlementaires. Il y avait un parlementaire contre la faim, un réseau de parlementaires contre la faim qui a été créé en Amérique latine. Et ils aimeraient créer la même chose en Europe. Et je vois là aussi une dynamique qui est positive parce qu'en Europe, on a toujours dit si on a le droit au travail et le droit à la sécurité sociale, il n'y a pas besoin de droit à l'alimentation. Mais en fait, on voit que ça ne marche pas. Et donc, il y a beaucoup de trous dans la sécurité sociale. Il y a beaucoup de gens qui dépendent de l'aide alimentaire qui est donnée par des banques alimentaires privées, par la charité. Et donc, voilà, là, il y a un an. Voilà. Bref, je vois une dynamique aussi très positive sur ces questions-là. Merci beaucoup et merci à tous les trois. Là, je crois qu'on a tous nos invités pour la suite et qu'on va passer le relais pour une séance plus particulièrement centrée sur la question